nous pour ce club, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane, merci d'être là, rédacteur en chef délégué de Ouest France à Paris, éditorialiste politique, spécialiste des affaires européennes. Stéphane Zumsteck, bonjour. Merci également d'être là, directeur du département opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Et on va parler avec vous de ce sommet des alliés de l'Ukraine. C'est aujourd'hui à Paris Emmanuel Macron qui a reçu hier Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron qui se dit persuadé que la Russie ne veut pas la paix. Quelle garantie de sécurité? Et les Français sont-ils prêts à aider encore l'Ukraine alors que le chef de l'État a annoncé 2 milliards d'aides supplémentaires? Et puis on va parler des accusations en immobilisme faites au gouvernement François Bayrou, d'autant, Marion, que le budget inquiète le gouvernement. Oui, Oriane, et la gauche propose une taxe pour renflouer les caisses de l'État. On en parlera. On en parle dans quelques instants. D'abord, on va parler des municipales dans un an. Maintenant, c'est l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Toulon, on retrouve Guilhem Ricavy. Bonjour Guilhem, merci d'être avec nous, ou dans le Var en tout cas, dans un très beau cadre. Guilhem Ricavy, merci beaucoup d'être là, directeur éditorial de Var Matin. Guilhem, on va parler des municipales avec vous. À un an du scrutin, quelle est la situation à Toulon d'abord ? Alors à Toulon, la situation est bien particulière parce que tous les regards sont toujours tournés vers Hubert Falco, qui a été maire de la ville pendant près de 20 ans, qui a été rendu inéligible et qui donc espère toujours pouvoir revenir dans le jeu. Il attend une décision de la Cour de cassation dans quelques semaines dans le procès de l'affaire dite du frigo d'Hubert Falco, et il attend dès demain une décision là aussi dans une question prioritaire de constitutionnalité qu'il pourrait techniquement redevenir maire de la ville dès samedi matin. Donc toutes les municipales à Toulon sont conditionnées par le retour ou pas d'Hubert Falco, qui est très apprécié des Toulonnais malgré ses affaires. Et face à lui dans son camp, eh bien on s'impatiente un petit peu. Son ami Michel Bonus, avec qui il était dans les mêmes rangs du Parti des Républicains, a déjà fait savoir qu'il serait candidat si Hubert Falco ne se lançait pas. Il y a également José Massy, qui assure aujourd'hui l'intérim à la tête de la mairie de Toulon, qui ferait sans doute une bonne candidate et qui le dit: je suis à la manœuvre depuis désormais 2 ans, je commence à connaître les dossiers, je connais cette ville, j'ai été conseillère municipale, et elle ambitionne elle aussi cette possible candidature, en tout cas dans le cas d'impossibilité pour Hubert Falco de revenir. Ce jeu dans la droite traditionnelle, la droite républicaine, fait dans le même temps les affaires du Rassemblement national. Et il y a une figure de proue du Rassemblement national, la députée RN Laure Lavalette, qui elle aussi ne dit pas si elle est candidate ou pas, mais qui a bien compris qu'elle aurait une carte à jouer dans le cas où Hubert Falco ne revient pas. Elle envoie quelques signaux en ce sens, et quand Jordan Bardella, le président du mouvement, vient en déplacement dans le Var, ce qu'il fait assez souvent, eh bien il ne manque pas de dresser un portrait très élogieux de la députée RN du Var, porte-parole du mouvement au niveau national. Toulon, la ville principale, mais concernant l'ensemble du département, Guilhem, est-ce qu'on s'attend à une poussée du Rassemblement national ? Alors oui, vous avez raison, Oriane, parce que le Var est un département où le Front National et désormais le Rassemblement National est très ancré. On se souvient en 1995 que la ville de Toulon avait été remportée par le Front National à l'époque. C'était une première pour une ville de cette ampleur en France, la 12e ville de France qui était aux mains du parti de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et aujourd'hui, avec 7 députés sur 8 qui sont sous l'étiquette Rassemblement National, on voit bien la tentation dans certains territoires de porter à la mairie un maire Rassemblement national. Il y a d'ailleurs déjà des villes aujourd'hui qui sont aux mains du parti de Jordan Bardella. C'est le cas par exemple de Fréjus, dirigé par David Racheline. Et on voit comme cela dans ce golfe de Saint-Tropez, sur une partie littorale ou parfois même dans certaines communes plus à l'intérieur des terres du Var, qu'il y a, si on regarde les résultats des élections présidentielles, législatives, départementales, un véritable terreau qui fait que lors de ces prochaines municipales, il y aurait une tentation que pas mal de communes, effectivement, changent de camp pour quitter la droite des Républicains pour basculer au Rassemblement national. Merci beaucoup Guilhem, sous ce beau soleil varois. Merci d'avoir été avec nous. La une de Var Matin, ce matin, c'est l'adieu à Nicolas, les obsèques de ce jeune rugbyman. Merci beaucoup.
Merci Guilhem Ricavi d'avoir été avec nous. Stéphane, Stéphane Vernet. C'est vrai que là, ça va être compliqué ce matin. Guilhem le disait, il parlait de cette poussée du RN. Alors, dans le Var, il y a évidemment Toulon, avec la possible, probable candidature de Laure Lavalette. Mais est-ce que plus largement, ces municipales, elles peuvent marquer une poussée du Rassemblement national dans les territoires ? Moi, j'en suis certain. Alors, pas forcément au niveau des grandes villes, pas forcément au niveau des métropoles. Dans les villes moyennes, la question va se poser beaucoup. Dans certaines grandes villes aussi. Mais moi, je pense que c'est surtout dans l'espace rural que les choses vont se jouer, où vous pouvez avoir une bascule très forte. Il y a une probabilité d'une progression, en fait, du nombre d'élus municipaux en milieu rural sur l'ensemble du territoire qui, à mon avis, est très élevé. Pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, au moment où on se parle, la campagne des municipales n'a pas démarré, sauf pour le RN. C'est-à-dire que les militants du RN, ils sont partout. Ils sont partout à l'œuvre, ils sont sur le terrain, ils travaillent depuis longtemps, beaucoup plus que les militants des autres formations politiques, toutes formations politiques confondues. Donc ils avancent leur pion. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, la campagne, elle va démarrer en septembre, en réalité, la vraie campagne municipale, que ces élections seront des élections cette année totalement nationalisées. Ce seront des élections nationales. On parlera énormément d'étiquettes et de partis, beaucoup plus pour des municipales que par le passé. Vous avez beaucoup de listes dites sans étiquette ou d'intérêt communal qui se présenteront comme toujours, mais qui en réalité seront pour certaines très marquées au Rassemblement national sans le dire. Et qu'ensuite, il ne faut pas oublier qu'en 2026, vous avez des sénatoriales. Et que là, ce qui est probable, c'est que s'il y a une forte poussée du nombre d'élus Rassemblement national, étiquetés ou pas, mais concrètement qui sont affiliés au Rassemblement national au niveau des municipales, vous aurez aussi une forte poussée du nombre de sénateurs, avec la possibilité pour les sénateurs du RN de créer un groupe. Et puis derrière, vous avez donc 10 sénateurs pour créer un groupe au Rassemblement national, au Sénat, qui n'existe pas encore, et qui peut apparaître en 2026. Et puis derrière, vous avez la présidentielle, à laquelle tout le monde pense déjà. Et en réalité, septembre, ce sera le premier du dernier jour du quinquennat, en fait. Toute l'attention va être phagocytée par les élections à venir. Stéphane Zumsteg, est-ce que c'est vrai que le vote RN, il était très fort dans les élections nationales. Il était moins, on l'a vu, aux dernières municipales ou aux sénatoriales, où effectivement le RN a peu de sénateurs. Est-ce que là, ces municipales, elles vont avoir un enjeu plus national qui pourrait renforcer du coup l'ancrage du RN ? Mais très très clairement, Stéphane, l'autre Stéphane, vient de le dire, et je vais un petit peu compléter ça, d'autant plus qu'on le voit bien, la grande préoccupation des Français qui vont s'exprimer lors des élections municipales, quand on leur demande aujourd'hui quels sont les principaux enjeux pour les années à venir des prochaines municipalités qui seront élues en mars prochain, c'est l'insécurité. Et on sait à quel point ce thème peut être porteur pour le Rassemblement national. À l'échelle nationale, on vous parle pouvoir d'achat, on vous parle d'élitement des services publics, on vous parle de guerre en Ukraine ou situation au Moyen-Orient, certes, mais quand on est dans l'ultra-local, là, c'est l'insécurité, c'est le narcotrafic, ce sont les incivilités. Et on sait très bien, et depuis des décennies, à quel point ces thèmes-là sont porteurs pour le Rassemblement national. Il y a un autre élément qui milite en faveur d'une progression du Rassemblement national, si l'on compare, et votre confrère en parlait un instant dans le Sud, si l'on compare la situation de 1995, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Toulon, il y a Marignane, il y a Orange, il y a Vitrolles qui basculent, et très vite les polémiques commencent. Très vite, on est confronté à une sorte d'amateurisme d'une partie du conseil municipal. Il y a toute une série de mesures qui rencontrent un certain écho dans la presse nationale et qui montrent que c'est une politique sectaire. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans les municipalités tenues par le RN, il n'y en a pas beaucoup, mais prenons l'exemple de la plus grande ville, Perpignan, tenue par Louis Alliot, prenons l'exemple d'Hénin-Beaumont. Est-ce que l'on entend des polémiques ? Est-ce que l'on entend parler d'une politique sectaire ou d'une politique anti-immigration, anti-étranger, anti ce que vous voulez ? Non, les cadres du RN ont enfin compris au bout d'un certain nombre de décennies, et ça c'est aussi le travail et la réussite de Marine Le Pen, qu'il fallait que les choses soient les plus apaisées possibles pour que l'on rassure les électeurs. Et ça, c'est quelque chose qui parle à un électeur qui est disposé à sauter le pas et à voter pour le Rassemblement national lors d'élections municipales. Évidemment, cette progression, mais Stéphane l'a dit, elle se fera dans les communes de taille moyenne. Maintenant, j'ajoute juste un bémol. On l'a vu en 2020, on l'a vu lors des élections municipales auparavant. À cause de son implantation locale qui reste malgré tout faible, le RN a toujours des grandes difficultés à constituer des listes pour les élections municipales. Constituer une liste, y compris dans une ville moyenne, c'est trouver plusieurs dizaines de personnes qui sont
disposés à avoir leur nom marqué sur les documents de propagande électorale. Et ça ne va pas de soi. Et il y a un autre élément, et on l'a vu lors des élections législatives, où il ne s'agissait que de choisir non pas des milliers de potentiels conseillers municipaux, mais quelques centaines de candidats aux élections législatives. Très très vite, on a vu ressurgir des personnes au passé ou aux prises de position sulfureuses. Et ça, le RN n'est pas à l'abri de ça non plus dans le cadre d'une élection municipale où il faudra trouver, je le répète, pour être présent massivement, des milliers et des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes disposées à se présenter sur une liste. Alors, puisqu'on parle du Rassemblement national, le président du parti, Jordan Bardella, est actuellement en Israël. On va l'écouter, c'était hier. Je suis venu ici d'abord parce que je crois que c'est vital pour nous de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël et ce dont a été capable l'islamisme et le mouvement terroriste du Hamas qui, dans une barbarie absolument indicible, a massacré des jeunes, des civils, des innocents qui étaient venus ici s'amuser. Moi, je ne fais pas de la politique dans le rétroviseur. Et à ce jeu-là, je pense qu'on pourrait trouver à redire sur beaucoup de partis politiques français. Voilà, la dernière phrase, c'était en réponse à une question sur les mutations du parti versus Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Et justement, à ce propos, Louis Alliot, ce matin, il dit sur RTL que le voyage de Jordan Bardella en Israël est une avancée déterminante dans la mutation du Rassemblement national. Est-ce que c'est le cas, Stéphane Vernet ? Alors, ce qui est clair, c'est que c'est une entreprise. On est toujours dans l'entreprise dite de dédiabolisation. Hein, c'est le terme qui avait été utilisé, etc. Donc, je ne sais pas si la mutation est arrivée à terme, mais en tout cas, on est toujours dans ce processus-là. Ce à quoi on assiste avec ce voyage en Israël, c'est un double effort ou une double volonté de dédiabolisation. Vous avez le gouvernement de Netanyahou, en fait, qui s'attendait à un fort soutien de la communauté internationale et notamment des Européens à la suite des massacres du 7 octobre. Ce soutien, il a existé et puis en fait, il a changé de nature, il s'est estompé et il a disparu. Depuis, en fait, la réaction totalement disproportionnée vis-à-vis de Gaza. Donc il n'y a plus de soutien, notamment officiel, diplomatique de la France ou des différents pays européens. Au contraire, il y a eu des condamnations. Et donc le fait d'inviter Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël permet aussi au gouvernement de s'acheter un soutien public qui vient spécifiquement de la France sur son action. Et Jordan Bardella fait la même chose. Lui aussi, en fait, le fait de se déplacer montre que le Rassemblement national n'est plus le Front national, c'est pas la même chose, pas de politique dans le rétroviseur, ce qu'il dit, ce qui objectivement est vrai. Et en fait, ces deux mouvements se retrouvent, et le gouvernement et le Rassemblement national, autour d'une maxime vieille comme le monde, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Et donc, c'est une collusion d'intérêts qui est à l'œuvre en disant l'ennemi, c'est l'islamisme. Stéphane Zumsteg, est-ce que dans l'opinion, le RN a réussi sa dédiabolisation et est-ce que sur la question de l'antisémitisme, le RN qui s'affiche comme le parti qui protège les juifs, c'est quelque chose qui est suivi par l'opinion ? Alors, en ce qui concerne l'amélioration, le rétablissement spectaculaire de l'image du RN ou son institutionnalisation, sa respectabilisation. Oui, bien sûr, quand vous passez de la zone des 10-15%, c'était l'époque Jean-Marie Le Pen, à plus de 30% lors des scrutins nationaux comme les élections européennes, évidemment, ça veut dire que quelque part, de plus en plus, vous devenez un parti comme les autres. C'est ce que voulait le Rassemblement national. Devenir un parti aussi respectable que les autres, tout en étant différent, c'est-à-dire anti-système et tout en voulant changer le système, ou en tout cas en partie. Donc ça a fonctionné électoralement, on le voit bien dans les résultats des différentes élections de l'année dernière, mais qu'en partie seulement, parce que, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que le RN devient un parti respectable, un parti comme les autres, ou presque comme les autres. En revanche, quand vous ne pensez pas ça, vous êtes toujours aussi méfiant qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans à l'égard du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Le plafond de verre existe toujours pour le Rassemblement national. C'est bien ça son problème. Il progresse, mais il ne trouve pas d'alliés. Alors, il ne trouve pas d'alliés, oui, il y a Éric Ciotti, mais est-ce que Éric Ciotti apporte des bataillons ? Ça, on peut en douter. Le problème, c'est que ce parti reste esseulé, reste isolé, et on l'a bien vu, à la surprise générale, le barrage républicain des élections législatives, il a fonctionné en dépit de l'opposition extrêmement virulente qu'il pouvait y avoir entre une partie de la gauche, notamment la France insoumise, et le bloc central. Le RN fait toujours peur aux Français, aux Françaises,
qui ne votent pas pour le Rassemblement national. Le RN progresse, mais pour l'instant, pas suffisamment, je trouve, pour pouvoir espérer l'emporter à un scrutin majeur. On verra ce qui se passera en 2027, bien évidemment. Mais pour l'instant, il y a toujours ces zones de résistance. Après, mais vous l'avez dit à l'instant, Stéphane, quel symbole que cette visite en Israël. Enfin, c'est la fin du RN. Enfin, le RN de Jean-Marie Le Pen a disparu depuis bien longtemps, et ça encore, c'est à mettre au crédit de sa fille. Mais voir aujourd'hui que c'est le gouvernement, ce ne sont pas des associations, c'est le gouvernement israélien, même si c'est un gouvernement de droite, voire d'extrême droite dans certains pans de sa politique, qui l'invite, et aux yeux des Français, un symbole très très fort de cette institutionnalisation du rapport. Après, pour répondre à votre deuxième question sur la perception du RN comme bouclier des Juifs de France, non, il n'y a pas d'enquêtes qui ont été faites, mais évidemment que tout ça s'inscrit dans la politique habituelle anti-islamiste, anti-islam ou certains pans, ou certains aspects de l'islam ou de l'islamisme du Rassemblement national. Et tout ça plaît à la partie des Français qui sont proches du Rassemblement national, bien sûr. Alors on va parler de l'Ukraine. Près de 30 pays alliés à l'Ukraine réunis aujourd'hui à Paris par Emmanuel Macron pour un sommet. Hier soir, le chef de l'État a accueilli Volodymyr Zelensky à l'Élysée, promettant une aide supplémentaire de la France. Reda Emrabit. La Russie continue de fait, jour après jour, de frapper intensément le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles. Ces frappes, nous les condamnons et elles doivent absolument cesser. Le constat est clair pour Emmanuel Macron, organisateur de la coalition des volontaires. Mais pour quelle volonté ? Volodymyr Zelensky espère obtenir des réponses lors de sa visite à Paris. Lors d'un dîner de travail préliminaire, en marge de ce sommet, le président ukrainien a obtenu quelques garanties, dont celle d'une aide financière. Le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Pour le reste, tout semble encore prématuré. La levée des sanctions contre la Russie ou bien encore les moyens alloués à de futures forces européennes en Ukraine. Leur objectif principal est de contrôler et de surveiller la situation, de mener des entraînements conjoints et d'empêcher toute tentative de la Russie de revenir avec une nouvelle vague d'agression. Quant aux outils dont ce contingent disposera en mer, dans les airs ou sur le terrain, il est trop tôt pour le dire. Plus qu'un simple point stratégique entre alliés, ce passage à Paris est l'occasion pour Volodymyr Zelensky d'organiser une opération de communication. Avec cette interview hier soir sur France 2, en compagnie de journalistes venus de la presse étrangère, le président ukrainien réaffirme le rôle indispensable de l'Europe. L'Ukraine, en se défendant, défend l'Europe. Ça, c'est incontestable. Un clin d'œil à certains pays hésitant à rejoindre cette coalition des volontaires, nom de ce sommet qui se tient aujourd'hui à Paris. Et ce sommet qui vise donc à discuter des garanties de sécurité, d'une paix durable en Ukraine, mais... Du coup, après ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, à savoir la Russie ne montre pas de volonté de paix, bien au contraire, est-ce que du coup ce sommet peut aboutir sur quelque chose, Stéphane ? Oui, parce que en fait, je pense que le président de la République a raison. La problématique de Vladimir Poutine, c'est qu'il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. De toute façon, sa stratégie, elle est simple, elle est très simple à comprendre. Vladimir Poutine prendra tout ce qu'on le laissera prendre. Donc après l'Ukraine, il prendra autre chose. Enfin, les États baltes, la Pologne, la Finlande, tout ce que vous voulez. Il y a débat là-dessus. Il y a une partie de l'opinion qui pense que c'est pas du tout vrai et que en fait ça s'arrêtera et qu'il faut lui donner satisfaction et qu'on en terminera avec cette guerre. Et puis vous avez une partie de l'opinion, et notamment de l'opinion publique européenne et un certain nombre d'États européens qui sont convaincus que la guerre ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et que Vladimir Poutine ira plus loin. Donc ce qui se discute au sommet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on prévient ça. Il y a 3 axes dans les discussions. Le premier, c'est sécuriser l'Ukraine. Le deuxième, c'est sécuriser l'Europe. Et le troisième, c'est réussir à obtenir des Américains qui participent aux garanties de sécurité qu'on pourrait demander au cas où on finirait par obtenir un cessez-le-feu de 30 jours avec les Russes. Alors pourquoi est-ce que ça peut aboutir ? Pourquoi est-ce que c'est important ? La question de la sécurisation de l'Ukraine, c'est une question à très court terme. Il faut un soutien massif à l'Ukraine, notamment un soutien financier, pour qu'ils puissent continuer à acheter des armes, des munitions, etc., et à financer cette guerre pour ne pas tomber à brève échéance. C'était la question majeure, en réalité, du sommet européen de la semaine dernière à Bruxelles, qui a été un échec retentissant. Il était
été question de mobiliser 40 milliards d'euros pour venir au secours, entre guillemets, à court terme des Ukrainiens à les soutenir. Les Européens ne se sont pas mis d'accord. Donc quand le président Emmanuel Macron annonce 2 milliards pour l'Ukraine, je pense qu'il veut aussi répondre à cette demande d'urgence, montrer l'exemple en disant voilà, nous on va faire tout seul à la mesure de nos moyens, probablement en espérant que d'autres pays de l'Union européenne fassent de même. Et derrière, j'en termine, l'idée en fait qu'il faut comprendre, qu'il faut bien comprendre quelle est la stratégie à l'œuvre. Elle a été décrite le 18 mars dans un discours à Copenhague par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et c'est très imagé. C'est la stratégie du porc-épic d'acier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut armer l'Ukraine et il faut armer l'Europe de manière à ce que et l'Ukraine et l'Europe deviennent absolument non digestibles en cas pour un envahisseur qui voudrait s'en prendre soit à l'Ukraine, soit à l'Europe. Il ne s'agit pas de faire la guerre contre la Russie, il s'agit de se doter de suffisamment de pics d'acier, comme un porc-épic d'acier, pour qu'au moment où vous avez un ennemi qui se dit « tiens, celui-là, je vais le boulotter », en fait, il se dit « je vais peut-être éviter parce que c'est pas digérable ». Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. On ne se prépare pas à faire la guerre contre les Russes, ouais. Mais il s'agit d'être suffisamment puissamment armé avec des armées conventionnelles de taille pour que ce soit une dissuasion de fait. Voilà ce qui se joue aujourd'hui. Et justement, Emmanuel Macron, alors qu'il veut augmenter le budget de la défense en France, qui a annoncé hier 2 milliards d'aides militaires supplémentaires pour l'Ukraine, les Français le suivent là-dessus, Stéphane? Oui, bien sûr. Oui, ils le suivent. Et d'ailleurs, c'est aussi l'illustration de la réussite auprès de l'opinion de son allocution télévisée il y a quelques semaines. Parce que très clairement, jusqu'à présent, le soutien des Français n'avait jamais failli à l'égard de l'Ukraine, mais plus pour des motifs d'éthique, de droit international. Il y a un agressé qui n'avait rien demandé à personne. Bien évidemment, il faut l'aider face à l'agression russe. Là, les choses ont changé. Et le président de la République avait plutôt réussi son coup en expliquant, finalement, oui, mais défendre l'Ukraine, c'est défendre la France. Enfin, défendre l'Europe et donc la France. Donc ça a fonctionné. Et dans les enquêtes d'opinion, il y avait immédiatement après son allocution, à peu près 2 tiers, et c'est beaucoup 2 tiers des Français qui se montraient favorables à la poursuite de l'aide à l'Ukraine, évidemment, aide militaire, aide financière, accueil aux réfugiés, sanctions économiques contre la Russie, bien sûr, et de la même manière, la même proportion favorable à une hausse des dépenses militaires, du budget de la défense en France. Ça a fonctionné. Et d'ailleurs, quel que soit le profil politique, y compris au Rassemblement national ou à la France insoumise, on a toujours dit que le personnel politique représentant ces 2 formations était plus tiède, en tout cas plus réservé à l'égard de la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Ce n'était pas le cas de leurs électorats qui étaient aussi favorables. Donc ça a fonctionné. Maintenant, se pose la question du coût. Oui, il y a le principe, on est pour augmenter le fameux passage de 50 à 100 milliards. Oui, il faut le faire. Après, quand on rentre dans le détail, dans d'autres enquêtes qu'on a réalisées ensuite, et on voit que les choses ne vont plus de soi. À quel prix? Si on leur explique, ben voilà, on a testé ça, augmenter de 5% l'impôt sur le revenu, baisser 5%, bon, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, baisser de 5% les dépenses sociales, travailler 1 jour ou 2 de plus, ou avoir 1 jour ou 2 jours de congé de moins par an, là, très clairement, il y a une majorité de Français, et pas que de gauche, et pas que du Rassemblement national, qui explique qu'il n'en est pas question. Donc, ce n'est pas paradoxal. Il y a des Français qui sont pour l'augmentation de ces dépenses qu'ils estiment légitimes, les dépenses de défense. Après, l'équation budgétaire, elle reste insoluble parce que, à un moment donné, en dépit de toutes les bonnes intentions des Français dans ces enquêtes d'opinion, les pouvoirs publics et l'exécutif sera rattrapé par la réalité de la politique intérieure. S'asseoir sur un retour aux 62 ans parce qu'il faut aider l'Ukraine et parce qu'il faut réarmer, probablement pas. Donc là, on est encore dans un petit espace-temps favorable, une séquence favorable à l'exécutif en ce qui concerne la question ukrainienne et la progression des dépenses de défense. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que très très vite, l'actualité nationale, notamment conclave sur les retraites, rattrapera tout le monde. Et là, à un moment donné, les Français pourraient très très bien voir leur soutien à ce qui se passe actuellement s'effriter, voire se retourner. Et justement, Stéphane, vous parlez de l'équation budgétaire. Marion, le budget 2026, il inquiète déjà le gouvernement. Oui, et c'est sur notre plateau que la porte-parole du gouvernement lançait hier l'alerte en raison des difficultés financières à résoudre. Sophie Primas estime que le budget 2026 va être très, très difficile à préparer. Écoutez-la. Le Premier ministre veut absolument aujourd'hui que ce budget 2026, qui va être un cauchemar, tant les difficultés financières sont importantes, eh bien, soit partagé, soit travaillé avec l'ensemble des parlementaires et des forces vives
qui, d'habitude, ne sont pas toujours écoutés. Un cauchemar, ça veut dire que ça va être un budget dur, le budget 2026 ? C'est un budget très difficile. Vous savez, répondre à la baisse du déficit de l'État, de passer de 5,4 à 4,7, plus faire face aujourd'hui aux nouveaux challenges, qui sont des challenges de réarmement et d'investissement dans notre industrie de la défense, ce sont des difficultés qui s'additionnent et qui sont difficiles. Pour atteindre l'objectif d'un déficit fixé à 4,6% du PIB, la porte-parole du gouvernement indique que chacun sera mis à contribution. Une affirmation à laquelle réagissait hier le président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard. Écoutez. Pour pas que ça soit un cauchemar, en fait, il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut remettre de la justice fiscale, de la justice sociale, de la répartition, de l'égalité dans les prélèvements que l'on peut faire. C'est pour ça que nous, le groupe écologiste Solidarité et Territoire, nous déposerons une PPL sur la taxe Zuckman dans notre niche au mois de mai, parce que ça a été voté à l'Assemblée nationale. Le fait, qui est quand même assez simple, de dire que tout contribuable doit au moins participer à hauteur de 2% sur son patrimoine, ce qui n'est pas le cas pour les plus grosses fortunes. Dans la période où on est, ce n'est pas acceptable. Alors Marion, de quoi on parle exactement quand on parle de cette taxe Zuckman ? Eh bien, on parle d'une taxe qui s'appliquerait à 1800 ménages dont le patrimoine est compris, vous le voyez, entre 100 millions et 1 milliard d'euros. Cela représente 0,01% des contribuables. Ces 2% dont parle le sénateur ont vocation à englober tous les impôts qu'ils paient déjà. Ils ne s'ajouteront pas aux autres. Il complétera l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur les dividendes pour arriver à cette taxe de 2% sur l'ensemble de leur patrimoine, biens immobiliers, immeubles, résidences secondaires, actifs financiers, mais aussi actifs professionnels, ce qu'on appelle l'outil de travail. Cette taxe, on l'appelle Zuckman parce qu'elle émane des travaux de l'économiste français Gabriel Zuckman, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, ancien professeur de l'université américaine de Berkeley. En juin dernier, après une commande du Brésil, le pays hôte du G20, l'économiste avait remis aux dirigeants du sommet un rapport préconisant l'instauration de cette taxe que Bruno Le Maire avait défendu publiquement. Au-delà de la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et l'Afrique du Sud y sont favorables. Les États-Unis y sont en revanche opposés. Ouais. Merci Marion. Il va y avoir un débat, cette fois je commence par vous, allez, Stéphane Zumsteg, chez les Français sur qui va devoir payer. Vous nous l'avez un peu dit, et notamment la gauche qui dit c'est aux Français les plus aisés de payer. Oui. Mais ça, dans une enquête d'opinion, si vous demandez aux Français s'ils sont favorables ou pas à faire payer, à taxer de 2% des gens qui gagnent entre 100 millions, ou qui pèsent entre 100 millions et 1 milliard, évidemment qu'on va frôler l'unanimité. Ce serait sans surprise. Après, il y a des raisons politiques des uns et des autres pour voter cette proposition de loi ou pour ne pas le faire. Mais la fiscalité est un sujet tellement sensible pour les Français qu'à chaque fois qu'un plan soit d'économie, soit un plan d'hausse de la fiscalité ou d'une part de la fiscalité est présenté, et j'en veux pour peur l'expérience ratée de Michel Barnier, c'est qu'il tout de suite s'installe une sorte de procès en insincérité. En d'autres termes, on nous explique que seuls les méga riches, les super riches paieront, mais en fait, à la fin de la fin, ce sera tout le monde et ce sera nous. Quand vous interrogez les Français, tout le monde a toujours l'impression, la grande majorité, de faire partie de la classe sociale, peu importe où elle est réellement, qui paye le plus et qui est la plus pénalisée. Donc, il faut un gouvernement, même ou un parti d'opposition comme les écologistes, en parlant de la taxe Zuckman, ils marchent sur les œufs parce qu'à chaque fois, il y a toujours ce sentiment qu'à la fin, les Français des classes moyennes, c'est-à-dire 80-90% des Français, devront payer davantage. Et je reviens sur Michel Barnier. On parlait de 0,3% des Français les plus riches. On parlait des super profits des très grandes entreprises. Ça n'a pas fonctionné dans l'opinion publique parce qu'en dépit des engagements qui avaient été donnés, c'est la même chose avec le président de la République lors de son allocution présidentielle. Il y a toujours le soupçon qu'à la fin, c'est les gens comme nous, pour parler clairement, qui paieront. D'autant que Sophie Primas, on l'a entendu hier, elle sonne elle tire déjà la sonnette d'alarme, un cauchemar budget 2026. Oui, c'est un cauchemar aussi parce que le président de la République, dans son allocution que vous venez d'évoquer, Stéphane, du 5 mars, dit il va falloir faire des efforts, il faudra faire des choix, mais sans augmenter les impôts. Donc comment vous faites pour remettre un budget à l'équilibre, pour suivre la trajectoire indiquée, c'est quand même, on passe d'un déficit aujourd'hui de 5,4% du PIB à 4,6, c'est l'objectif, dès l'année prochaine. Ça dit rien comme ça, mais l'effort à faire est énorme. Si vous ne pouvez pas lever l'impôt, etc., donc sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire vous ne pouvez pas créer de nouvelles recettes, il va falloir trouver d'autres
d'autres solutions. Et comment on fait dans un contexte où, sur la défense, qu'on vient d'évoquer pour l'Ukraine, là, on a un ministre des armées qui dit que le poids de forme de l'armée française, ce serait un budget à 100 milliards d'euros par an, c'est-à-dire quasiment un doublement. Il faut trouver... Donc, le casse-tête est énorme, même s'il y a des pistes. Mais Suspense, on verra ça au prochain épisode, Stéphane. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous, hein. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et Marion, dans la presse régionale, on parle du petit Émile. Oui, la Provence titre « La vérité espérée », mais dernier rebondissement ce matin. Les 4 gardes à vue, celles du grand-père, de la grand-mère, de la tante et de l'oncle d'Émile, ont été levées. Le mystère reste donc entier pour l'instant. Pas beaucoup plus réjouissant. Oriane, la population du centre dévoile des témoignages exclusifs d'anciens élèves d'Ozanam, une école de Limoges, jadis tenue par les prêtres de Bétharram. Il dénonce des faits à caractère sexuel. Dans les pages du quotidien, on retrouve l'interview d'Alain Esquer, fondateur du collectif des victimes de Bétharram. Il estime qu'elles pourraient être nombreuses. À Limoges, les victimes des prêtres se comptent par dizaines, assure un des 2 anciens élèves qui ont porté plainte les premiers. Sur une de ces photos de classe, on reconnaît le père Jean Tipi, décédé en 2009 et mis en cause dans cette affaire. Cet habitant du Gers qui a déposé plainte pour abus sexuels, violence physique et morale, indique « Même ma femme, à côté de moi, ne sait pas ce qui s'est passé. J'attends de rencontrer les autorités pour tout exposer, mais tout est dans ma tête, comme si cela s'était passé hier. » On termine par une note plus joyeuse. La Voix du Nord lance un décompte. Oui, celui du Tour de France. Nous sommes à J-100. Après des tours internationaux, Lille sera donc le point de départ d'un tour 100% français. La ville commence déjà à voir la vie en jaune. Et on apprend que c'est sur la Grand Place que se tiendra le 3 juillet la présentation des équipes du Tour. Cela fait 5 ans qu'ils n'étaient pas passés par là. Dans un entretien exclusif avec le directeur du Tour, Christian Prudhomme, on découvre l'une des étapes les plus longues de l'édition. Je cite, 210 km entre Lowin-Planck et Boulogne-sur-Mer, avec des difficultés qui feront taire les derniers qui pensent encore que le Nord et le Pas-de-Calais ne sont qu'un plat pays. La suite est bien des pavés, des champs et quelques vastes plateaux tout de même. Et on a hâte. Merci beaucoup. Merci Marion. La une de Ouest France, Stéphane. Médicaments du mieux, mais encore trop de ruptures. C'est à lire dans votre journal. Merci beaucoup Stéphane Vernet, Stéphane Zumsteg. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marion. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur notre site internet, toutes nos plateformes. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.